Dernière séquence dans ce MOOC philosophique dédié à la morale, voici quelques propositions de traitement de sujets dissertatifs. Pourquoi faire son devoir? Dans La mort est mon métier, Robert Merle retrace la biographie de Rudolf Höss, officier SS durant la Seconde Guerre mondiale, commandant du camp d'Auschwitz et acteur important de l'extermination des Juifs d'Europe. Ce livre donne l'impression que Rudolf Höss n'est pas un meurtrier ni un bourreau sanguinaire, mais plutôt un petit fonctionnaire sans grand talent qui n'a fait que son travail. Hannah Arendt soulignera le même problème, philosophique d'ailleurs, qu'elle nommera, selon une formule célèbre, la banalité du mal dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem, qui est le compte-rendu du procès d'Adolf Eichmann, autre responsable important dans l'organisation de la Shoah. Les deux hommes, donc Höss et Eichmann, n'ont eu de cesse, durant leurs procès respectifs, de répéter qu'ils n'avaient fait que leur devoir de serviteurs du Reich et de l'Allemagne, et qu'ils n'ont fait, pour reprendre là encore une formule célèbre, en tant que spécialistes, entre guillemets, qu'obéir aux ordres. Ils ont été confrontés pourtant à l'incompréhension de leurs juges et de l'opinion publique, pour qui au contraire, faire son devoir aurait été, à tout le moins, de ne pas le faire. Et effectivement, il aurait sans doute été moral d'agir ainsi, pour ne pas participer, on le comprend bien, à l'assassinat de tant de personnes. La Seconde Guerre mondiale fait partie de ces époques troublées, pendant lesquelles il est très difficile, on le comprend, de savoir justement et précisément où se situe son devoir. Quel est-il? Pourquoi faire son devoir? Cette dernière question est féconde, d'ailleurs, et intéressante, quoique très imprécise, formulée de cette manière. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose que chacun puisse discerner et faire son devoir, d'une part, et parce qu'elle tend à faire croire que, d'autre part, le sens du terme « devoir » est univoque et évident. Fait-on donc son devoir parce que c'est une action morale? Voilà la question. La notion de devoir est-elle individuelle? Ou fait-on son devoir parce qu'on a été conditionné à le faire? Et si oui, est-ce encore un devoir? Si en toute logique, qui pourrait être illogique d'ailleurs, on accomplit son devoir vis-à-vis des autres, est-ce que ce ne sont pas eux qui empêchent ce devoir d'être une action totalement désintéressée, redoutable questionnement, ayant montré que le devoir est une chose liée à la morale et à la responsabilité de chacun, comme on s'y accorde en philosophie évidemment, nous verrons qu'il est aussi ce devoir conditionné par les autres, avant d'analyser ici comment ces derniers peuvent lui ôter tout caractère moral. La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure? Alors dans cette affirmation proverbiale, la raison du plus fort renvoie évidemment à la fable 10 de La Fontaine, le mot raison aurait pu se mettre au pluriel, il faudrait plutôt parler des raisons. Ce sont en effet les arguments, les justifications invoquées pour se donner raison dont on parle ici, c'est-à-dire pour se donner l'avantage moral sur son adversaire, le loup sur l'agneau en l'occurrence. Il ne s'agit pas ici donc de la raison comme faculté, comme dans la définition l'être humain est un être doué de raison, avec un R majuscule à la rigueur. Cependant, seul un être doué de raison comme faculté peut avancer des raisons, produites par la raison justement, pour se justifier. La raison, sous cet angle, est souvent d'ailleurs opposée à la force. Le plus fort, certes, c'est le plus puissant, quelle que soit la source de sa puissance. C'est la force physique, c'est la richesse, le prestige, le rang social, bon, etc. Celui qui est le plus fort a les moyens de s'imposer, on l'accordera volontiers, mais est-il pour autant justifié de le faire? Les raisons, si j'ose dire, que l'on se donne d'agir de telle ou telle façon peuvent être, après tout, bonnes ou mauvaises. La meilleure raison, c'est le superlatif de langue française qui le dit, est celle qui l'emporte sur toutes les autres. Mais qu'est-ce qu'une bonne raison? Il y a plusieurs interprétations possibles envers cette formule. Une raison, par exemple, qui suffit à donner l'avantage à celui qui l'invoque. Une raison que l'on ne peut pas rationnellement rejeter parce qu'elle est vraie dans l'ordre de la connaissance, on parlera de raison théorique, ou s'agit-il plutôt d'une raison que l'on ne peut pas raisonnablement rejeter parce qu'elle est juste dans l'ordre de la morale, on parlera de la raison pratique avec Kant par exemple. On voit que dire que la raison du plus fort est toujours la meilleure, sous-entendu sans exception, c'est dire que le plus fort a raison, bref qu'il domine, il a raison de son adversaire, quelles que soient ces raisons qu'il invoque. Mais cela lui donne-t-il raison pour autant?
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Cette affirmation qu'on retrouve évidemment sous la plume de La Fontaine est assez ambiguë et troublante. Le loup, qui est le fort, justifie sa prétention à manger l'agneau, le faible, pour des raisons dont l'agneau montre précisément, et successivement d'ailleurs, l'absurdité. Cela n'empêche pas, in fine, le loup de manger l'agneau. Mais avait-il raison de le faire? La morale est un ensemble de règles à contenu prescriptif et non pas descriptif. Le prescriptif désigne ce qui doit être, tandis que le prescriptif désigne ce qui est. Il y a les faits et les valeurs. Le devoir désigne l'obligation pour un sujet d'agir d'une manière déterminée, considérée comme moralement ou juridiquement nécessaire. On parle du devoir en général quand on s'attache au fait même d'être moralement contraint. Ainsi, de devoir en particulier quand on lie l'obligation à des actions spécifiques. L'obligation, il faut le préciser, désigne le sentiment d'être moralement contraint à faire son devoir, il faudrait presque dire autocontraint, au sens du latin obligare. L'obligation sociale, sous cet angle, est le sentiment d'être contraint à faire son devoir sous le joug de la société qui nous a éduqués en vue d'intérioriser ses lois et ses interdits, comme l'évoque Freud dans Le malaise dans la culture. Il s'agit donc de savoir si la morale, dont l'essence est le devoir, et l'obligation, accessoirement, peut être réduite ou pas à une obligation sociale. Pour définir le devoir, qui est précisément le fait d'être moralement contraint, il s'agit donc de connaître la provenance de cette contrainte. Qu'est-ce qui me commande, ce que je dois ou ce que je ne dois pas faire? Or, si l'on se réfère à l'expérience du scandale ou de l'indignation, par exemple, on constate que ce qui nous commande à faire ou ne pas faire telle ou telle chose semble souvent dépasser l'intériorisation des interdits effectués pendant l'éducation. Les principes moraux, en effet, se présentent à nous comme surgissant de notre conscience, idéalement de notre bonne conscience. En ce sens, et pour terminer, la morale ne peut pas se réduire à une obligation sociale dans la mesure où elle a des prétentions universelles, elle relève de prétentions nécessaires. Ainsi, dans la mesure où elle a cette prétention, il est nécessaire que la morale paraisse comme un fondement qui relève de la nature. Toutefois, sommes-nous certains encore que ces principes soient bel et bien inhérents à la nature humaine, devant la multiplicité des morales qui paraissent conventionnelles, critiquées par les sophistes face à Socrate par exemple? Il faudrait plutôt supposer que l'obligation morale se réduit à une obligation sociale issue d'une convention entre les hommes et destinée à assurer, j'allais dire au ras des pâquerettes, la possibilité de vivre ensemble. Néanmoins, si les contenus moraux diffèrent, l'histoire nous le montre quasiment tous les jours, il n'en reste pas moins que le fait même de la morale demeure irréductible. Comment penser alors un fondement de la morale qui ne soit pas naturel? C'est toute la question. Alors le verbe devoir peut signifier à la fois être dans la nécessité de ou être dans l'obligation de. Or l'obligation suppose la liberté de ne pas obéir à ce qui est prescrit. Par exemple, je dois dire la vérité, mais je peux toujours ne pas le faire. Tandis que la nécessité, pour sa part, exclut la liberté de se soustraire à ce qui est nécessaire. Par exemple, pour voter, je dois être majeur. Il faut donc bien distinguer ces deux termes dans leur articulation que présuppose toute réflexion éthique. Une idée intéressante à exploiter sur cette thématique de la morale, c'est l'exemple de la fable du loup et de l'agneau chez La Fontaine, parce que là encore, on peut croiser assez facilement une pluridisciplinarité. Alors il y a certes la fable de La Fontaine qui est intéressante à exploiter en tant que telle, puisqu'elle renvoie, on le sait, sous la plume de La Fontaine, souvent à une critique, notamment des courtisans du roi Louis XIV d'ailleurs. Mais il y a également la reprise de cette fable, on le sait moins par le peintre Marc Chagall, qui en a fait une représentation qui prend le contre-pied de la morale habituelle et qui laisse entendre que finalement, c'est, dans le dessin qu'il en a fait en tout cas, c'est l'agneau qui l'emporte sur le loup, donc ce qui est une contradiction intéressante à exploiter. Et puis Nietzsche c'est plus également à mettre en avant à quel point le droit du plus fort pouvait certes être valorisé, mais qu'il remettait en question tous les principes juridiques et éthiques de la société. On a donc là une référence à triple consonance assez intéressante, je crois, à convoquer dans des copies. Alors,
La morale ne peut pas ne pas être dans l'actualité, puisque l'actualité suppose qu'on se tienne certes au courant des us et coutumes, des défaits des uns et des autres, mais à l'évidence qu'on se prononce aussi sur la valeur qu'on leur accorde, et pour cela il faut s'entendre sur un minimum de critères en termes de bien et de mal. Alors on peut toujours objecter à cette prétention universalisante de la morale, la terrible formule de Pascal dans les Pensées, vérité en deçà des Pyrénées, fausseté au-delà, mais avec l'idée d'une convention qui pourrait être dépassée selon les contextes. Mais enfin, il faut bien qu'on s'entende sur ce qu'il est prescrit de faire ou de ne pas faire, et après tout, il existe des institutions internationales aujourd'hui qui se prononcent sur ce qui est mal ou ce qui ne l'est pas, ce qui, cela dit au passage, n'est pas un mal.